merci beaucoup. Alors, pour clore la présentation, c'est le tour de Moana Laboussard, qui est doctorante en études littéraires à l'UQAM. Après s'être penchée à l'occasion de son mémoire de maîtrise sur Dave Eggers et son usage paradoxal de la métafiction comme destruction ou renforcement de l'illusion référentielle, elle s'intéresse maintenant à Kazuo Ishiguro, un Anglais. Malgré son nom, et à la possibilité de l'engagement littéraire postmoderne dans tout ce que cet engagement peut avoir d'euphémique, de silencieux et d'ambigu. Ses intérêts de recherche portent sur la littérature contemporaine du postmodernisme à aujourd'hui, et plus particulièrement sur les productions anglaises et américaines. Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Allô? Vous êtes là? Bon, ben bonjour. D'abord, j'aimerais remercier le comité étudiant Figura d'avoir organisé cette table ronde et surtout d'avoir pensé à moi pour y participer. La question du postmodernisme et de son héritage figure parmi mes plus vifs intérêts de recherche. C'est donc avec grand bonheur que je m'assois ici aujourd'hui, en très bonne compagnie d'ailleurs, pour résoudre une fois pour toutes cette question. Just kidding. Comme mon temps est limité, je vais restreindre mon intervention à une question moyennement pointue, c'est-à-dire que faire de la part métafictionnelle des œuvres contemporaines. J'aborderai cette question telle qu'elle a été traitée par deux critiques littéraires appartenant définitivement à la génération, si j'ose l'appeler ainsi, car j'ai moi aussi des problèmes avec le terme, postmoderne. Et j'ai nommé Josh Toth et Nicolene Timmer. Ce sont deux chercheurs de la même génération. Tous deux ont publié leur thèse de doctorat la même année, en 2010. Timmer est né en 1975. Je n'ai pas trouvé l'année de naissance de Toth, mais on le décrit comme étant « a very young professor » sur ratemyprof.com. Il a d'ailleurs été embauché à l'université de MacEwan en Alberta il y a à peine 5 ans. J'ai préféré laisser la parole à des chercheurs qui, comme les auteurs qu'ils étudient, ont vécu l'époque postmoderne sans lui appartenir vraiment. Littérature Popomo, critique Popomo, pour moi ça allait de soi. Trêve d'introduction, allons donc voir dans leurs thèses respectives comment Toth et Timmer choisissent d'aborder la part métafictionnelle des fictions de l'après-post. La thèse de Toth s'intitule « The Passing of Postmodernism, a Spectroanalysis of the Contemporary ». Par spectroanalysis, Toth n'entend pas l'utilisation de spectromètres ni l'étude des molécules, malheureusement. Ce terme renvoie plutôt à la notion de spectre telle qu'on la trouve chez Derrida et plus particulièrement dans Spectre de Marx. Je vous l'annonce en passant, Derrida est une inspiration omniprésente dans les textes de Toth. Son angle d'approche est résolument philosophique, mais en fin de texte, il réussit habilement à faire le pont avec le pan esthétique de la post et de la post-postmodernité. À travers Toth, je vous parlerai donc des relations de l'époque postmoderne avec, oui, la métaphysique et les discours hégémoniques. Donc, pour Toth, on peut régresser jusqu'aux Lumières pour comprendre le spectre, ce qu'il nomme la téléologie émancipatoire qui anime le postmodernisme. Malgré le grand projet humaniste qui sous-tend la pensée de l'époque, les Lumières divisent et spécialisent les sphères du savoir et, ce faisant, les rendent moins accessibles au peuple, les séparent du monde social. La fin du mouvement, ou « the passing » dans les mots de Toth, c'est-à-dire la mort, le trépas, donc cette fin, cause un double mouvement. D'une part, un changement des attitudes envers le monde du savoir, ou reconfiguration épistémologique, et d'autre part, la transmission de certains héritages, ou spectres, du projet humaniste qui animait les Lumières. Héritier de ce spectre, le modernisme se donne le projet de rapprocher ces deux mondes, en rendant le savoir accessible aux masses afin de lui redonner une certaine agentivité. Sur le plan esthétique, l'art moderniste entend atteindre ses idéaux en transcendant la forme pour atteindre le signifié pur. Grand projet. Mais, nous le rappelle Toth, les visées humanistes du modernisme échouent à leur tour, en prétendant pouvoir élever les masses au moyen d'un grand art dont seules, bien entendu, les classes privilégiées auraient le secret. Le projet artistique moderniste aurait reproduit la même idéologie discriminatoire et universalisante contre laquelle il s'était dressé, un art pour tous, une seule voie vers l'élévation de l'esprit, voie tracée, bien entendu, par l'élite. Le postmodernisme s'élève contre cette nouvelle idéologie et d'ailleurs contre toute idéologie, minant par son autoréflexivité obsessive toute possibilité de discours et semant la confusion parmi les associations entre contenu culturel et classe sociale. Toth souligne longuement combien ce projet semble animé du même spectre hérité des Lumières par la modernité, le spectre de l'idéal humaniste de la justice sociale, cette fois devenu méfiant de sa propension à devenir idéologique. Le postmodernisme refuse la tendance métaphysique qui a souillé le projet moderniste.
Mais à force d'autoréflexivité obsessive, les consignes de l'art Pomo, et là vous me voyez venir, les consignes deviennent graduellement de moins en moins accessibles, de plus en plus restreignantes. Elles incarnent une sorte d'idéologie négative, car l'impératif du refus de toute idéologie n'est pas moins idéologique qu'un autre. Pour explorer ceci plus en profondeur, j'aimerais revenir à la question de spectre que Toth emprunte à Derrida. Dans Spectre de Marx, Derrida prétend que l'échec du communisme tient au fait qu'il s'est donné comme étant la promesse du marxisme réalisé, devenue réalité. Or, pour garder son agentivité, pour demeurer moteur d'action et de changement, l'idéal du marxisme doit être conçu toujours comme l'idée d'un monde à venir et non réellement advenu. C'est son impossibilité même qui est condition de sa possibilité. Dès lors qu'on perd de vue l'impossibilité de cet horizon, on tombe en proie au piège que l'on tente d'éviter. C'est dans ces termes que Toth réfléchit au spectre du postmodernisme. À force de refuser toute idéologie, et surtout parce que la littérature high pomo, je pense pas qu'il y ait un seul postmoderniste qui voudrait se faire appeler high pomo, mais whatever, a cru échapper au piège de la chute dans l'idéologie, le postmodernisme et le poststructuralisme avec lui, quel bon, en est venu à avoir lui-même un discours idéologique fondé sur le refus de tout sujet, de toute référentialité, de toute incursion du réel dans le discours. Pour que l'idéal postmoderne demeure moteur d'action, il faut placer sa foi en la possibilité de la promesse d'un monde post-idéologique, de l'avènement de la post-histoire, tout en demeurant conscient de l'impossibilité de ce projet. Il faut réussir à réitérer sans cesse la mise en garde contre la promesse, la conscience de l'impossibilité de la promesse, tout en pariant en définitive sur sa possibilité, qui est moteur d'action. L'impossibilité de dépasser les idéologies comme seule condition de possibilité. Le postmodernisme, à son tour, trépasse. Son spectre se remet à hanter les héritiers. La période contemporaine récupère le soupçon postmoderne, mais en lisant Dave Eggers, David Foster Wallace, Mark Lehner et les autres, on comprend que ce soupçon partage la scène de la fiction littéraire avec une autre pulsion, faite de tentatives désespérées d'atteinte du réel, du référent, d'un discours sincère et honnête et vrai, qui nécessite un contact humain à travers l'acte de raconter. Tout en déplorant l'impossibilité de ce contact, la littérature popomo est animée par le désir de le créer, par ce pari dépeint comme perdu d'avance, mais malgré cela toujours renouvelé. Dans les mots de Toth, the defining characteristic of these emergent narrative forms is their insistence on the possibility of what they paradoxically continue to expose as impossible: meaning, truth, mimesis, telos, communal understanding, and communication. Que faire alors de cette part de doute souvent exprimée à travers les stratégies métafictionnelles héritées du postmodernisme? Pour Toth, cette part est absolument essentielle au respect de la spectralité du projet humaniste qui hante toujours l'esthétique contemporaine. Puisque le spectre doit à la fois être compris comme possible et impossible, on ne peut faire l'économie du doute. Sans lui, on tombe dans le discours hégémonique, aussi humaniste soit-il, ou se croit-il. Toth résume donc sa pensée ainsi. Selon lui, les formes narratives ayant émergé en réaction au postmodernisme sont marquées par une volonté manifeste de respecter les deux côtés de l'équation spectrale. Le mouvement progressif hors du postmodernisme se comprend donc comme une réorientation du discours vers la possibilité de l'avènement immanent d'une conception métaphysique du monde, sans toutefois perdre de vue l'impossibilité de ce projet. La différence entre le postmoderne et l'après-postmoderne serait donc une question d'emphase. Là où le discours postmoderne est tombé dans la perversité, j'emprunte le terme à Zizek, c'est-à-dire le doute autodévorant menant à la paralysie et à l'inaction, l'esthétique contemporaine investit plutôt ce que Toth nomme une éthique de l'indécision, qui seule peut se garder de sombrer dans l'idéologie. Il s'agit de faire le pari de tendre vers quelque chose sans que ce pari soit arrangé, sans avoir la certitude d'avoir fait le bon choix. Nicolene Timmer maintenant. Sa thèse s'intitule « Do you feel it too? The post-postmodern syndrome in American fiction at the turn of the millennium ». Notez le terme « syndrome », c'est vraiment ça son angle. Ses recherches sont tout à fait dans le ton pour aujourd'hui car son analyse de la fiction post-postmoderne s'inspire fortement de David Foster Wallace, c'est-à-dire qu'elle consacre un chapitre entier à l'analyse de Infinite Jest, mais qu'en plus elle construit une part de son cadre d'analyse à partir de 3 de ses nouvelles, c'est-à-dire Westward, The Course of Empire Takes Its Way, Octet et Good Old Neon. La thèse principale de Timmer stipule que les fictions de l'après-post sont imprégnées d'un besoin pressant de communiquer « something urgent and human », possibilité complètement taboue dans les récits postmodernistes.
En termes de lutte contre les tabous, Timur elle-même ne donne pas sa place. Ses méthodes d'analyse vont à l'encontre d'un nombre des conventions de la critique littéraire. En effet, son second chapitre, qui présente sa méthode d'analyse, donne plutôt l'impression d'un exercice de relations publiques un peu désespéré à la défense de celle-ci. C'est que Timur entreprend ni plus ni moins de faire une analyse psychologisante des personnages des œuvres à l'étude. Même si psychological approaches are often discredited as naive, dit-elle, they need not be, I will argue. A rather outdated conception of the discipline of psychology is, I think, the cause of the dismissive stance. Dans son analyse de Infinite Jest, elle se penche d'ailleurs beaucoup plus sur l'histoire que sur le récit, diagnostiquant le désespoir et l'aliénation des sujets représentés, particulièrement le narrateur, dans l'époque postmoderne qui fournit le contexte diégétique du récit. La forme elle-même du roman, pourtant plutôt métafictionnelle, corrigez-moi si je me trompe, ne fait presque pas l'objet de son analyse. On comprend d'ailleurs très bien pourquoi, en lisant son intermezzo, une sorte de petit entrechapitre qui précède la plongée dans les textes littéraires analysés. C'est dans cet intermezzo que Timur aborde les nouvelles de Wallace et plus largement ses discours sur la forme littéraire à partir d'entrevues. Comme Toth, Timur fait écho à la paralysie qui a conclu l'aventure postmoderne. When the deviation from the norm becomes the norm, then what do you do? Commentant la nouvelle Westward de Wallace, elle mentionne l'usage de stratégies métafictionnelles qui, plutôt que de se retourner contre, par exemple, la mimésis, se retournent contre elle-même. C'est-à-dire que Wallace parasite sa nouvelle de longs paragraphes eux-mêmes métafictionnels, commentant la désuétude des stratégies métafictionnelles. Timur explique cette prise de position ainsi. Apparently, this narrator is still locked into or in combat with the kind of practice he is criticizing. The intrusion, after all, has the appearance of being metatextual. Mais elle ne va pas plus loin dans l'analyse. Selon elle, la métafiction postmoderniste n'est que le vestige d'une époque postmoderne, une peau morte à abandonner, et c'est Wallace qui, le premier, a tenté de muer. Que faire alors de cette tendance autoréflexive qui, dans beaucoup d'analyses critiques, mène à une confusion entre postmoderne et post-postmoderne, et avouons-le, dans bien des cas, entre moderne et postmoderne? Est-elle une qualité propre ou résiduelle de la fiction contemporaine, nécessaire ou entrave aux ambitions de la nouvelle génération d'écrivains? De toute évidence, que l'on lise Toth ou Timur, il semble que ce ne soit pas à la teneur autoréflexive que l'on puisse identifier un texte post-postmoderne. Aussi fuyant ou construit que soient ces concepts, c'est bien une question d'attitude ou d'intentionnalité qui les distingue de leurs prédécesseurs. Métafiction, oui. Bacchanale excessive de doute absolu, non.